il y a un mois, on a eu l'occasion de voir le cas de Séville. Si vous avez raté cette conférence, elle est disponible en ligne. Vous pouvez vous rendre sur notre site Internet. Et aujourd'hui, on est à Paris. Dans un mois, on sera aux Pays-Bas et on terminera le 2 juin aux Antipodes, en Australie, avec la ville de Wollongong. Et puis, on a le plaisir ce semestre d'organiser ce cycle de conférences avec l'UCI. Et puis, je vais laisser la parole à sa représentante, à Isabella Burchak, pour vous donner quelques mots de présentation également. Ouais, merci beaucoup, Patrick. Vraiment content d'être là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'UCI, c'est l'instance fêtière du cyclisme au niveau mondial. L'UCI développe et supervise le cyclisme sous toutes ses formes et pour tout le monde, à la fois en tant que sport de compétition, mais aussi en tant qu'activité de loisirs saine et puis moyen de transport. Donc, il y a peut-être ce deuxième pilier que les gens connaissent moins comme étant une activité de l'UCI. Et ça, c'est vraiment le domaine que je gère, moi, au sein de l'UCI, avec une petite équipe aussi. Donc, en fait, tout ce dossier Cyclisme pour tous est vraiment la raison pour laquelle on s'engage à développer des programmes qui permettent de développer la pratique au sein de la population sous toutes ses formes. Donc, permettre aux enfants, aux adultes, à toutes sortes de personnes d'utiliser le vélo comme moyen de transport, mais aussi comme activité de loisir. Comme vous le savez peut-être, en septembre 2021, l'UNIL et l'UCI ont signé un accord de coopération dans les domaines de la formation continue ainsi que dans la recherche dans le cyclisme. Donc, on se réjouit de pouvoir collaborer avec l'UVMA qui fait vraiment du super travail en termes de recherche dans les mobilités actives et ainsi soutenir ce cycle de conférences. Comme l'a dit Patrick, enfin, on participera à l'une des prochaines conférences. Donc, le 2 juin, on sera avec une de nos Bike Cities. Donc, on a un label qu'on donne aux villes qui développe à la fois le cyclisme comme sport ainsi que comme activité de cyclisme pour tous. Donc, on sera avec la ville de Wollongong en Australie pour vous présenter les projets qui ont été développés par Wollongong. Donc, je vais m'arrêter là. On se réjouit d'écouter Sébastien Marek de Paris, qui est d'ailleurs l'une de nos ventes Bike Cities aussi. Donc là, ça, Sébastien. Oui, merci Isabella. Donc la parole à Sébastien Marek, notre invité du jour. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc Sébastien Marek est doctorant à la fois à la ville de Paris, donc à l'agence de la mobilité, et à l'université de Rennes 2. Et avant de lui laisser la parole, vous rappelez voilà, vous pouvez couper les micros, couper éventuellement la vidéo pour préserver un peu la bande passante. Et puis, si vous avez des questions, des réactions, utilisez le chat et on synthétisera, on reportera vos questions dans la discussion. Donc, merci à vous tous, merci à Sébastien et la parole est à vous. Merci Patrick Rera. Je vous remercie à votre tour pour votre invitation. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Toujours? Non. Ah. Alors Voilà. là, on voit le fond d'écran. C'est bon. Donc, merci de votre invitation. Merci à l'UVMA pour l'organisation de cette intervention. Donc, je vais parler aujourd'hui de Paris et du Grand Paris. Je vais essayer de définir dans un instant qu'est-ce qu'on entend par Grand Paris. Et donc, l'enjeu de cette intervention, c'est de présenter l'évolution des politiques en faveur du vélo sur ce territoire et l'évolution des pratiques. L'intitulé, c'est d'un mode marginal à un mode central, la montée en puissance du vélo dans le Grand Paris. On verra qu'effectivement, le vélo est parti d'un niveau très faible il y a un demi-siècle sur ce territoire pour arriver aujourd'hui à une place beaucoup plus structurante, mais différenciée en fonction
en fonction des parties de ce territoire du Grand Paris. En tout cas, qu'il joue aujourd'hui un rôle, le vélo joue aujourd'hui un rôle plus important, plus décisif, et aussi il est davantage reconnu par les politiques publiques. Donc je vais commencer par une partie un peu historique, et au cours de ma présentation, je ferai des allers-retours évidemment entre Paris et le Grand Paris, donc Paris et sa petite couronne, mais bien sûr, je parlerai aussi de l'Île-de-France, qui est la région dans laquelle s'inscrit ce territoire du Grand Paris. Et donc voilà, les échelles varieront, notamment en termes de données d'utilisation statistique. Alors, l'idée, c'est de vous montrer comment, en fait, la situation n'est passée d'une situation du tout voiture à un système écomobile omnimodal, prenant en compte tous les modes de déplacement, en particulier tous les modes de déplacement de surface et en particulier les modes actifs, la marche et le vélo. Donc, on est passé de ce système de tout voiture à un système écomobile et aux rues pour tous, avec ici des exemples emblématiques montrés, la transformation de grandes places comme la place de la Concorde, qui était encore un vaste parking et une immense surface de circulation pour les véhicules motorisés il y a 50 ans. Et puis l'apparition du boulevard périphérique et les immenses travaux que ce boulevard a nécessité, que ces travaux nécessitaient, à une ville où aujourd'hui, eh bien, les piétons et les vélos ont retrouvé droit de cité, où des anciennes, jusqu'à transformer des anciennes voies dédiées aux véhicules motorisés à des usages divers, excluant l'automobile, comme les voies sur berge, rive gauche et rive droite. Ici, vous voyez une photo des voies sur berge, rive droite en bas. Cette transformation a amené aujourd'hui à faire du vélo l'un des modes, dans certaines situations, le mode le plus efficace et le plus rapide pour se déplacer dans Paris. Si vous avez un exemple que j'ai récupéré hier dans le journal Le Parisien, donc d'une traversée, une compétition entre les modes pour traverser Paris. On voit que le vélo est le mode aujourd'hui le plus compétitif pour ce type de trajet est-ouest dans Paris. J'essaierai de montrer en quoi les changements qui sont survenus expliquent aussi cette progression du vélo parmi les modes. Et puis, on voit aussi l'apparition de phénomènes récemment comme des embouteillages de vélos, hein, la congestion au niveau de certaines pistes dans le centre de Paris en particulier. Ce sont des phénomènes tout à fait récents et qui caractérisent une nouvelle situation des mobilités dans Paris, et aussi qui soulèvent de nouveaux enjeux, et on reviendra sur ces enjeux à la fin de cette présentation. Voici pour vous dresser un aperçu l'évolution du réseau cyclable dans Paris tel qu'il a été dessiné, cartographié par Marcel Morand dans un article récent. Marcel Morand est un jeune universitaire américain, et donc on voit très nettement, hein, l'évolution de ces axes, hein, disparates en confetti, ces tronçons de pistes cyclables qui finissent aujourd'hui par former un réseau, et l'accélération qui s'est produite en particulier depuis 2015 avec le plan vélo de 2015 et puis le plan vélo d'urgence de 2020, qui a amené à mettre en place ce qu'on appelle en France des coronapistes, donc des pistes cyclables provisoires. Alors, un petit mot de contexte sur le territoire. D'abord, la France est un pays en Europe où le vélo est encore un mode très secondaire en comparaison d'autres pays, en particulier d'Europe du Nord. Donc, il y a seulement 2,7% des déplacements en termes de part modale qui se font à vélo aujourd'hui en France. Ça a un peu augmenté depuis le Covid, on est probablement entre 3 et 4% aujourd'hui.
Et il y a des disparités très fortes à l'intérieur du pays. Paris ne fait pas partie des villes où l'usage du vélo est le plus développé, mais elle est quand même en bonne position par rapport à cette moyenne, puisque la part modale est, à Paris en tout cas, est supérieure à cette moyenne, et la part modale de l'Île-de-France est dans la moyenne. Les villes les plus cyclables restant, et de longue date, Grenoble et Strasbourg, viennent ensuite des villes comme Bordeaux et Rennes, qui aujourd'hui le vélo progresse rapidement. Alors, quand on parle du Grand Paris, eh bien, il y a à la fois, on peut adopter des définitions territoriales, géographiques, et aussi la définition institutionnelle, puisque la métropole du Grand Paris existe depuis maintenant 5 ans. Cette collectivité est apparue il y a 5 ans. Alors, si on prend la définition géographique, en fait, ce Grand Paris pourrait être constitué de la ville de Paris et de la petite couronne, donc les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, qui, à eux seuls, regroupent 7 millions d'habitants un peu plus de 7 millions d'habitants sur les 12 millions, presque 12 millions de l'Île-de-France. Le territoire institutionnel de la métropole du Grand Paris est quasiment équivalent, sauf qu'elle rassemble aussi quelques communes d'autres départements, comme l'Essonne ou le Val d'Oise. Et vous voyez que cette métropole du Grand Paris est organisée, donc vous voyez Paris au centre, et ce qui s'appelle des établissements publics territoriaux tout autour, il y en a 11, et qui donc compartimentent les départements de petite couronne. Alors, que ce soit Paris ou ces départements de petite couronne, l'un des traits caractéristiques de ce territoire, c'est sa forte densité, cette densité qui est l'une des plus fortes au monde, et qui soulève des enjeux en termes de mobilité, puisqu'elle amène de très forte utilisation de la voirie et des infrastructures des déplacements de mobilité en général. Vous voyez que cette densité, elle est forte à l'intérieur de Paris, en particulier dans les arrondissements dits périphériques, mais aussi des arrondissements plus centraux, comme le 11e arrondissement, le 13e, le 14e. Aussi, cette densité est forte en première couronne. Elle est même parfois plus forte dans certaines communes de la première couronne que dans certains arrondissements de Paris. C'est le legs, en fait, c'est un héritage historique, hein, la densité est forte dans ce territoire depuis des siècles, mais c'est aussi l'héritage du bâti haussmannien et de la tradition du bâti haussmannien, avec un coefficient d'occupation des sols qui s'élève souvent à plus de 4 et peut même dépasser 5 dans certains cas. Et l'une des autres caractéristiques de cette région, c'est que c'est bien sûr une région métropolitaine d'envergure européenne et même mondiale. Paris est une ville-monde, et cette région est bien sûr très attractive en termes d'emploi, d'éducation, d'activité économique. Elle continue à gagner des habitants très fortement en petite couronne, notamment, même si Paris a tendance à perdre des habitants depuis quelques années. Et c'est aussi une région que les Franciliens veulent quitter en masse, hein. Quand on regarde les enquêtes et les sondages qui existent sur le sujet, on s'aperçoit que la moitié, voire plus de la moitié des habitants de l'Île-de-France voudraient quitter l'Île-de-France. Et c'est un taux qui est beaucoup plus élevé, 2 fois plus élevé que dans les autres régions françaises. Donc il y a ce paradoxe d'une région à la fois attractive et répulsive. Et l'un des éléments qui explique l'envie des Franciliens de quitter cette région, c'est le rythme de vie qui apparaît en premier lieu, et les difficultés de déplacement, puisque les Franciliens passent 2 heures en moyenne à se déplacer en semaine,
les jours ouvrés et 1h24 rien que pour les déplacements domicile-travail. Donc, les difficultés d'embouteillage, de transport en commun saturé, tout du moins jusqu'au Covid, puis la difficulté d'accès au transport, en particulier en grande couronne, mais aussi dans certains territoires de la petite couronne, fait qu'il y a eh bien une mauvaise appréciation des transports pour une part importante des Franciliens. Alors, ici quelques chiffres aussi qui caractérisent en termes de mobilité ce territoire. Vous voyez que c'est tout à fait remarquable, la marche occupe et le premier mode de déplacement à la fois sur Paris, ça c'est assez connu, mais aussi en Île-de-France, qui est moins connu. Donc les déplacements réalisés à pied, même s'ils sont évidemment beaucoup plus courts qu'en voiture, sont dominants. Plus de 17 millions de déplacements en 2018 réalisés à pied. Ensuite vient la voiture, ensuite les transports en commun, puis le reste, donc notamment les 2 roues motorisés, qui sont plus utilisés qu'ailleurs en France, en Île-de-France qu'ailleurs en France, et aussi le vélo et tous les autres modes de déplacement individuels, notamment les nouveaux engins de déplacement. Alors, la part de la marche est vraiment très prépondérante à Paris, elle représente au moins 60% des déplacements. Et ce qui est assez aussi à noter par rapport à Paris et à la petite couronne plus largement, c'est que la part de la voiture est très réduite par rapport à d'autres capitales européennes. Donc à Paris, la part de la voiture est à peine supérieure à 5%, la part modale, et en petite couronne, elle est aussi secondaire par rapport à la marche et au transport en commun. Donc en fait, les Franciliens sont bien plus dépendants des transports en commun que de la voiture, tout du moins ceux qui habitent sur les grands corridors ferroviaires, et puis plus globalement ceux qui habitent à Paris en petite couronne. On voit aussi que les déplacements restent largement, malgré l'étalement urbain et malgré l'étendue de ce territoire d'urbanisation, les déplacements de proximité restent très dominants. La portée moyenne des déplacements s'élève à 4,7 km et la durée moyenne d'un déplacement à 23 minutes. Donc le potentiel du vélo, comme l'a estimé le CEREMA, est très important. Dans des conditions idéales, le vélo pourrait représenter jusqu'à 40% des déplacements en fait, sur ce territoire, d'après différentes enquêtes qui existent sur le potentiel du vélo dans le Grand Paris. Et en fait, ce renouveau du vélo a commencé de longue date, mais il est longtemps resté peu visible, ce renouveau s'est produit à partir d'un niveau de pratique très faible. En 1976, dans Paris, il y avait seulement 0,2% des déplacements qui s'effectuaient à vélo, à comparer aux 5% d'aujourd'hui. Et en Île-de-France, c'était seulement 0,8% en 1991. Et en fait, ça remonte à l'échelle du Grand Paris et de l'Île-de-France et de Paris depuis le début des années 1990, voire pour Paris depuis les années 1980. Et ça s'est effectué d'abord donc en partant d'un niveau faible et assez lentement. Et ça s'est accéléré depuis les années 2000, comme on le voit sur ce graphique. Alors, si on remonte plus loin dans le temps, on voit que Paris a adopté le vélo de longue date. Il y a d'abord eu un âge bourgeois, ce que Philippe Gaboriau, je crois, appelle la vitesse bourgeoise du vélo. À la fin du 19e siècle, les plus aisés s'entichent du vélo, notamment le pratiquent dans les bois de Vincennes et de Boulogne. Ici, on voit un tableau qui est d'ailleurs visible au musée Carnavalet, qui date du début du XXe siècle, qui montre le chalet à vélo du bois de Vincennes. Et les premiers aménagements apparaissent, mais des aménagements dédiés plutôt à un usage récréatif. Par exemple, un aménagement de trottoir cyclable sur l'avenue de la Grande Armée en 1897. C'est-à-dire que Paris expérimente des aménagements dédiés au vélo peu après les Pays-Bas ou le Danemark, des pays
des pays comme ça, ou l'Allemagne, et donc il n'y a pas de décalage particulièrement flagrant par rapport aux autres pays, et le vélo va se démocratiser au même moment en France que dans les pays qui sont aujourd'hui les plus cyclables, donc c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et puis, il va y avoir une ère d'adaptation à la voiture après-guerre qui va se produire rapidement, assez brutalement pour ce qui est de la France. Et Paris, dès l'entre-deux-guerres, va être le territoire moteur de cette adaptation à la voiture. Les principaux constructeurs, concessionnaires automobiles vont s'installer à Paris en petite couronne. Et très vite, la motorisation va progresser en commençant en partant de Paris, de la ville, puis va se diffuser en banlieue. Et donc, dans les années 70, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, eh bien, le vélo était très marginal dans les déplacements parisiens. Et un peu avant le premier choc pétrolier, les premières mobilisations en faveur du vélo vont se lancer. On voit ici une image de manifestation. En avril 1972, c'est la première Vélorussion francilienne, et qui va rassembler presque 10 000 cyclistes dans les rues de Paris. Et cette mobilisation est en fait, vient affirmer en fait la concordance de causes entre différents mouvements, notamment les premiers mouvements écologistes, mais aussi les premiers militants pro-vélo, qui vont constituer autour de Jacques Hessel, à droite, le mouvement pour les couloirs à bicyclette, le MCB, qui deviendra 2 ans plus tard le MDB, le mouvement de défense de la bicyclette, en 1974, et qui va être la première grande association à défendre, comme on disait à l'époque, l'usage du vélo en France. Alors, néanmoins, cette mobilisation militante ne va pas se traduire tout de suite dans les politiques publiques. Il faudra attendre un acte fondateur, un accident donc, du fondateur du MDB, Jacques Hessel, en 1982, pour que Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque, décide de construire les premiers aménagements cyclables. En fait, il s'agit de bandes juste peintes sur la chaussée, sur de l'enrobé. On voit ici une image à droite de la rue de Rivoli. On est le long du jardin des Tuileries, et on voit qu'en fait, cette bande est coincée, si vous voulez, entre les voies de circulation générale et la voie de stationnement. Et à beaucoup d'endroits, en fait, ces 30 km d'aménagement vont être réalisés entre des couloirs de bus qui existent déjà à l'époque à Paris, et qui sont interdits au vélo, et les voies de circulation générale, ce qui fait que la circulation de ces bandes va être très dangereuse, et que ces aménagements s'avèrent en grande partie vont être jugés très maladroits par les observateurs et par les militants, et être rebaptisés par un journal à l'époque les couloirs de la mort. Donc cet échec en 1983 va enterrer les projets d'améliorer la condition de circulation des cyclistes dans Paris pour de longues années. Il faudra attendre encore un événement fortuit, mais qui va toucher l'ensemble du territoire, les grandes grèves en 1995, pour que le vélo retrouve droit de cité. Donc il y a 3 semaines de grève en novembre-décembre 1995, suite à un projet de réforme de la sécurité sociale et des retraites du gouvernement Juppé. Et ça va entraîner la paralysie globale de Paris. À l'époque, ça va relancer l'usage du vélo. Donc, les vélos vont ressortir des caves et des logements, et être utilisés beaucoup plus massivement par les Parisiens. On va assister à une multiplication par 3 des déplacements à vélo. Et puis, un essor du covoiturage, de l'autostop, une reprise de l'autostop avec cette grève. Et cet événement va inciter le nouveau maire de Paris, élu en 1995, Jean Tibéri, à lancer le premier plan vélo, le véritable premier plan vélo de Paris, en 1996, avec déjà cette idée de créer des axes, un axe nord-sud, un axe est-ouest, qui serait très structurant pour les déplacements et qui permettrait de traverser Paris et de relier la banlieue à Paris.
Et on va voir que cette idée d'itinéraire qui apparaît très tôt dans les plans vélo va en fait mettre beaucoup de temps à se concrétiser, qu'on va rester dans une logique d'aménagement épars et discontinu pendant de longues années. En 1996, toujours, apparaît le premier plan régional des circulations douces, tel qu'il s'appelle, tel qu'il est baptisé, et là, on voit davantage une logique de réseau et pas simplement de itinéraires structurants, comme dans Paris. On voit une logique de réseau, mais là encore, ces plans vont mettre beaucoup de temps à se concrétiser, et surtout les moyens alloués, que ce soit en termes de techniciens ou eh bien de budget sonnant et trébuchant, ne seront pas au rendez-vous pour permettre la réalisation de ces plans. On voit aussi le PDU d'Île-de-France qui enrichit et complète le maillage de ce réseau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des aménagements très, très discontinus, notamment en couronne. Une faible densité d'aménagement, c'est plus vrai en grande couronne, mais c'est davantage vrai en grande couronne, mais c'est aussi vrai en petite couronne dans le Grand Paris. Et puis une qualité très hétérogène des aménagements qui fait que beaucoup d'aménagements datent de périodes assez anciennes et n'ont pas été refaits, entretenus, mis à jour, si je puis dire, pour créer un véritable effet réseau à l'échelle de l'Île-de-France. Alors, après la période Tibéri à Paris, il va y avoir l'alternance avec l'arrivée de Bernard Bertrand Delanoë, en 2001, qui va être le premier maire socialiste de Paris. Et sous l'impulsion de son adjoint écologiste Denis Baupin, il va y avoir une multiplication des aménagements et notamment la création de beaucoup de couloirs bus mixtes avec les vélos, donc acceptant les vélos, ce que la municipalité de Jean Tibéri avait initié. Et puis la création aussi de pistes plutôt étroites dans l'ensemble et de bandes cyclables dans Paris, et parfois des aménagements sur trottoir. Donc le réseau va continuer à grandir, mais on ne va pas trouver encore d'axe continu dans le réseau tel qu'il existe en 2015. Et j'en arrive donc à ce plan vélo de 2015 qui a été voté sous le premier mandat d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. En fait, ce projet va commencer avec l'arrivée d'un nouvel adjoint au déplacement, Christophe Najdowski, et par une enquête préparatoire où l'on interroge notamment les usagers sur leur choix prioritaire, de prédilection pour les aménagements. On s'aperçoit, les services de la voirie s'aperçoivent qu'en fait, les usagers privilégient les pistes séparées en site propre et apprécient moins les couloirs de bus et les bandes cyclables qu'ils jugent moins sûrs et moins confortables. Et à partir de là, va s'enclencher la décision de changer de doctrine, en quelque sorte, et de privilégier dorénavant des aménagements en site propre, beaucoup plus confortables et capacitaires qu'auparavant, et de reléguer les couloirs de bus ouverts au vélo et les bandes cyclables simplement peintes sur la chaussée. Un peu plus tard, le baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette viendra confirmer que le premier besoin des usagers réside dans la sécurité, dans le besoin de sécurité. Donc, ce plan vélo va être vraiment le premier plan très structuré, assumé et financé de la ville de Paris, qui va donner lieu à des résultats beaucoup plus visibles sur le terrain et médiatiser la place du vélo à Paris. L'un des objectifs marquants, c'est d'atteindre 15% de part modèle vélo en 2020 par rapport à 2015. Avec une situation où à l'origine, cette part modèle se situe à moins de 5%. L'idée est aussi de diversifier les publics du vélo vis-à-vis des enfants, des personnes âgées, des étudiants notamment, qui sont très peu à pratiquer le vélo dans Paris, et de féminiser la pratique. Et puis donc un budget inédit qui va être
multiplié par 6 par rapport au précédent plan vélo, 150 millions d'euros décidés par ce plan, un doublement de la longueur des pistes cyclables, mais aussi un développement du cyclotourisme. Il y a beaucoup de... Ce plan vélo est assez riche et transversal. Il va aussi inclure un budget dédié au stationnement de manière beaucoup plus conséquente que dans les précédents plans vélo. En bas, j'ai mis ce graphique traduit par Paris Ancel des études américaines de Deal et McNeil qui montrent en fait à Portland l'usage potentiel du vélo. On voit ces 60% de cyclistes intéressés par le vélo, mais inquiets, qui sont ceux directement touchés par le plan vélo de Paris. Et ce public d'usagers potentiels sera très mis en avant par le plan vélo, mais aussi par les associations d'usagers. Donc l'association historique dont j'ai parlé tout à l'heure, le MDB, mais aussi une nouvelle association créée en 2015 par plutôt de jeunes militants, Paris Ancel, et qui va contribuer à renouveler la doctrine en matière d'aménagement jusqu'à avoir une influence au niveau national sur le CEREMA, l'organisme français qui s'occupe d'émettre des recommandations en matière d'aménagement cyclable. Le renouvellement aussi du militantisme vélo à Paris va encourager des actions directes et de nouvelles formes d'action, de nouvelles formes de mobilisation, comme ici, on voit dans le parc de la Villette, une action visant à mettre en avant la nécessité d'un aménagement continu et en site propre pour rejoindre le canal de l'Ourcq et permettre une liaison entre le nord-est de Paris et la banlieue de la Seine-Saint-Denis, étant donné qu'il s'agit d'un des axes structurants du cyclable à Paris. Donc, on voit à travers ce plan vélo la formation d'un réseau beaucoup plus structuré et confortable. On retrouve en fait l'idée du plan Tibéri de 1996, d'un axe nord-sud et d'un axe est-ouest, auquel s'ajoutent deux axes continus le long de la Seine, en rive droite et en rive gauche. La plupart des aménagements qui vont être réalisés seront bidirectionnels, pour ce qui à la fois permet de réaliser beaucoup plus d'aménagements pour un même budget, mais aussi par contrainte d'espace, étant donné la mixité très forte des usages à Paris, les contraintes qui pèsent sur l'espace public à Paris. Et puis ce plan va être aussi l'occasion d'améliorer le maillage avec des rues apaisées en zone 30 et le développement des doubles sens cyclables qui ont commencé à se développer au début de la décennie 2010. Et puis ce plan se couple à des grands projets urbains, transformation de 7 grandes places de Paris. Donc, par exemple, des aménagements vont être réalisés place de la Bastille qui vont permettre une continuité avec des pistes réalisées par ailleurs pour former un réseau. Vous voyez ici ces principaux axes en gras, le réseau express vélo tel qu'il est défini dans le plan vélo 2015. Ce plan ne sera pas complètement réalisé, même qu'à moitié, un peu plus qu'à moitié à la fin du mandat. Des difficultés d'opposition très fortes sont soulevées, notamment avec la préfecture de police de Paris, mais aussi avec certaines mairies d'arrondissement qui rendent impossible à cette époque l'aménagement de pistes, notamment en rive gauche à Paris, sur l'itinéraire nord-sud, sur cet itinéraire nord-sud. Et puis, finalement, ce réseau va être prévu par le plan vélo 2015, va être largement complété en tirant parti de la crise sanitaire avec la décision en 2020 par la maire de Paris de réaliser 50 km de pistes cyclables provisoires. En réalité, il y en aura 47 qui seront réalisées et qui vont permettre en fait de mettre en place sous forme transitoire des aménagements qui étaient prévus par le plan vélo 2015 mais qui n'ont pas pu être réalisés.
Et puis, ce plan prévoit des mesures en matière de stationnement et des ce qu'on appelle des micro-aménagements. Donc, ça va être la réalisation, ça va être le développement des arceaux, hein, sur voirie en beaucoup plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 places sur voirie pour le vélo à Paris. Donc, en matière de stationnement, contrairement aux aménagements cyclables, l'objectif va être largement rempli, puisqu'il y a plus de 10 000 places de stationnement qui vont être réalisées sous le mandat, et également céder le passage au feu et des sas vélos qui vont être mis en place en plus grand nombre. Je vous montre des images rapidement de cette transformation de Paris, qui est assez spectaculaire, évidemment, parce que contrairement au précédent plan vélo, eh bien, de manière beaucoup plus systématique, ces aménagements vont prendre de l'espace à la circulation motorisée. Et donc, ça va rendre certains de ces aménagements très emblématiques, très symboliques du volontarisme, du nouveau volontarisme de la maire Anne Hidalgo par rapport au précédent mandat. Donc, on va trouver par exemple l'aménagement de la voie Georges Pompidou en bidirectionnelle, qui va prendre l'espace d'une voie de circulation sur ce qui est en fait à l'origine une autoroute urbaine, hein, sur les berges rive droite, et qui était destinée à traverser toute Paris d'est en ouest sans avoir à rencontrer de feu en automobile. Et puis d'autres aménagements comme la rue de Rivoli, dont les journaux du monde entier ont montré, ont pris en exemple. Puis parfois des aménagements très structurants entre arrondissements, mais plus discrets, moins médiatisés, et effectués à un coût modéré, comme ces pistes cyclables unidirectionnelles sans séparateur sur le boulevard Arago dans le 14e arrondissement. Donc ces transformations, vous le voyez ici, vont par exemple faire que des aménagements, des axes qui étaient jusque-là en sens unique vont devenir des axes à double sens pour les cyclistes, hein, grâce à ces pistes bidirectionnelles, et vont considérablement raccourcir les temps de déplacement et les distances à parcourir pour les cyclistes qui étaient jusque-là obligés de suivre en fait le plan de circulation et qui n'avaient pas la possibilité de prendre à contresens des grandes artères à sens unique qui étaient nombreuses et qui sont moins nombreuses à Paris. Et puis le Covid va encore accélérer ces changements et rendre des aménagements des symboliques encore plus symboliques, comme le doublement de la piste cyclable de la rue de Rivoli via un aménagement transitoire qui va élargir cette piste jusqu'à aller jusqu'à 8 mètres de largeur près du Louvre. Et puis leur pérennisation, la pérennisation de cette piste cyclable avec de nouveaux plots et de nouveaux marquages sur la rue de Rivoli. Et puis des axes qui avaient fait l'objet de plusieurs projets, finalement abandonnés parce que, ayant trop d'impact sur la circulation et sur l'espace public, qui vont finalement être mis en œuvre à l'occasion du plan vélo 2015, par exemple la création de pistes cyclables sur les Champs-Élysées, qui étaient jusque-là dénuées de tout aménagement cyclable. Le boulevard de Sébastopol, grande artère rive droite à Paris, qui fait un axe nord-sud et qui va être mise à double sens pour les vélos, ou l'aménagement de routes départementales dans les bois, comme ici, entre Vincennes et Paris. Alors, ces coronapistes, ils ne vont pas seulement se développer à Paris, mais aussi en grande couronne. En fait, il y a une centaine de kilomètres, une petite centaine de kilomètres qui vont être réalisés en couronne, avec des aménagements qui vont être très tôt supprimés par certaines collectivités, mais qui sont minoritaires. La plupart des aménagements sont restés et vont être pérennisés, ou sont déjà pérennisés pour certains. Et certains d'entre eux sont là aussi très symboliques, puisqu'ils vont permettre de relier, par exemple, la Défense à Neuilly-sur-Seine, et permettre une continuité entre le centre de Paris et Neuilly-sur-Seine, qui est le premier quartier d'affaires d'Europe, et qui était jusque-là quasiment inaccessible, très difficilement accessible, du moins à vélo. On va aussi assister à un renouvellement des types d'aménagements dans Paris, par exemple des aménagements à double sens sur des giratoires, sur de grandes places, avec priorité les vélos, ce qui vient rentrer
en rupture avec la tradition à Paris, par exemple, de laisser les véhicules rentrant sur un giratoire prioritaire. Ici, les vélos vont avoir la priorité et vont bénéficier d'un aménagement en site propre. Par exemple, sur cet exemple, Porte de Saint-Cloud, ou ici, place de Catalogne, des îlots matérialisés par des plots jaunes vont permettre d'assurer une meilleure covisibilité entre les usagers. Et ces aménagements se font donc au nom de la sécurité, du confort et de l'attractivité du réseau cyclable, sous l'influence des modèles, d'ailleurs, du modèle néerlandais, pour ce qui concerne le traitement des carrefours. Et on va aussi trouver de l'inspiration venue d'autres pays d'Europe, notamment des Pays-Bas, dans le traitement de certaines rues en vélorue, c'est-à-dire des rues où les vélos dominent dans la circulation par rapport aux véhicules motorisés. Donc, il y a plus de vélos plus de cyclistes que d'automobilistes. Et par exemple, cette vélorue d'Amsterdam va être réalisée pour assurer une continuité de la Corona-Piste numéro 13 qui vient doubler en surface la ligne 13 du métro, qui est l'une des plus saturées du réseau de métro. Et ces Corona-Pistes vont, d'après une enquête réalisée à l'été 2020, entraîner une grande satisfaction de la part des usagers, améliorer le sentiment de sécurité et d'efficacité du réseau. Donc, c'était les objectifs qui étaient poursuivis, mais aussi attirer de nombreux nouveaux usagers dont le nombre avait déjà commencé à augmenter depuis 2018 de manière significative. Par exemple, les Corona-Pistes ont attiré beaucoup de nouveaux cyclistes, 44% ici, comme vous voyez sur ce graphique. Et ces nouveaux cyclistes viennent en très grande majorité des transports en commun, puisqu'il faut se souvenir encore une fois que les transports en commun captent une grande partie des navetteurs et que donc les personnes dépendantes des transports en commun ont cherché une alternative et que le vélo est apparu comme une véritable alternative pour beaucoup d'entre eux à l'occasion de la crise sanitaire. C'était déjà le cas en 1995 avec les grèves que j'ai évoquées, mais c'est encore plus le cas avec la crise sanitaire et suite aux grèves de 2019. On voit que sans ces coronapistes, un certain nombre de cyclistes, une part importante, plus de 40%, seraient revenus au transport en commun, auraient changé trouvé une autre alternative. Et ce chiffre peut monter significativement sur des axes comme la rue de Rivoli. Ces coronapistes ont aussi permis d'élargir la pratique du vélo. On va trouver davantage de femmes cyclistes qui se sont mis au vélo depuis le déconfinement et depuis les grèves par rapport à la moyenne des usagers qu'on comptabilisait jusque-là, qu'on observait jusque-là sur les pistes cyclables. Et puis, de plus en plus de cyclistes font des trajets de banlieue, Paris-banlieue. Donc, un quart sur les coronapistes des usagers viennent de banlieue, 10% vont en banlieue. Et puis, un autre élément important et assez remarquable est l'augmentation de la durée des déplacements calculée sur les coronapistes. Dans l'enquête globale de 2010, on était sur des déplacements à vélo d'en moyenne 19 minutes. Et en 2020, on arrive à des déplacements qui dépassent les 30 minutes. Et c'est pas si étonnant quand on se rappelle que la plupart des usagers viennent des transports en commun, donc font des distances plus considérables que la moyenne des déplacements normalement effectués à vélo, qui est plutôt de l'ordre entre 2 et 3 km. Par contre, on retrouve des constantes. Par exemple, sur les coronapistes, on retrouve une majorité d'usagers qui font des trajets domicile-travail. Donc ça reste, cette prééminence des déplacements domicile-travail conduit à des heures de pointe à vélo et donc à des phénomènes de congestion particuliers à l'heure de pointe sur certains aménagements. Alors, ce plan vélo, il s'est vu flanqué au fil des années de nouvelles politiques qui ont été annoncées à la fin du mandat du premier mandat d'Anne Hidalgo ou qui ont été mis en œuvre depuis sa réélection en 2020. Par exemple, la transformation des bandes de stationnement à Paris qui va permettre de réattribuer de l'espace aux piétons et aux cyclistes pour améliorer le maillage
et rendre les rues de Paris 100% cyclables, comme le slogan du plan vélo, du nouveau plan vélo de 2021. Et puis, on va trouver les projets de pacification et de changement de plan de circulation induits par la mise en place de rues aux écoles depuis 2019. Vous en voyez ici quelques exemples, des rues qui se traduisent par de la piétonisation, de la mise en zone de rencontre ou des dispositifs d'apaisement. Et puis, on va aussi voir apparaître des nouvelles démarches comme embellir votre quartier, qui là aussi vont conduire à des modifications de plan de circulation et à des aménagements cyclables concertés dans un cadre plus global de réaménagement et d'embellissement du cadre de vie dans certains quartiers. Donc, il y a par exemple 17 quartiers dans la phase 1 de ce projet Embellir votre quartier, où le vélo n'est pas la seule préoccupation. Il s'agit d'améliorer la place des piétons et de végétaliser, entre autres, pour permettre ce pari du quart d'heure qui a été théorisé avec d'autres par Carlos Moreno et qui est l'un des grands axes de la campagne municipale de 2020 d'Anne Hidalgo. Je ne m'étends pas là-dessus. On voit que, en fait, si on fait le bilan de ce qui s'est passé depuis qu'on dispose d'un indicateur d'évolution de l'usage du vélo sur un certain nombre de sites, on voit qu'en fait, l'usage a vraiment été multiplié par plus de 5 depuis la fin des années 1990, mais dans le même temps, le linéaire cyclable a progressé plus rapidement, ce qu'on n'observe pas dans d'autres métropoles comme Lyon, où l'évolution de l'usage du vélo suit le linéaire cyclable. Alors, c'est peut-être dû à ce manque d'effet réseau qui est apparu tardivement dans les préoccupations finalement, et qui aujourd'hui se matérialise seulement dans ces dernières années. Et on voit une très nette augmentation de l'usage depuis la crise sanitaire, à tel point qu'aujourd'hui, sur certains boulevards, il y a plus de cyclistes que d'automobilistes. À l'heure de pointe à Paris, c'est le cas sur Magenta, c'est le cas sur le boulevard Voltaire, sur de grands axes comme ça, même sur Sébastopol. Et le nouvel objectif du plan vélo 2021, non pas 2001, 2026, c'est de mettre en œuvre un tournant mobilitaire pour faire en sorte que le nombre de déplacements à vélo dépasse celui des voitures, qui est en baisse continue depuis les années 90. C'est un objectif qui est très ambitieux, mais en même temps assez réaliste si on suit les tendances longues. Mais effectivement, il ne sera rendu possible que par un volontarisme renouvelé de la politique en faveur du vélo et au détriment de l'automobile. Ici, je vous montre la progression de l'usage du vélo depuis le Covid. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la moyenne de 2018, où on avait à peu près 800 000 déplacements à vélo en Île-de-France, on est sur à la belle saison, on est sur à peu près 200 000 déplacements supplémentaires. Par exemple, au mois de mai, juin, septembre, octobre, on est à peu près sur 1 million de déplacements à vélo en Île-de-France, comparé aux 800 000 de 2018. Donc, ça a augmenté, mais pas suffisamment pour que dans Paris, aujourd'hui, le nombre de déplacements à vélo dépasse celui des voitures. Et donc, cette tendance doit être prolongée pour que l'objectif soit accompli. Vous voyez ici l'indice parisien, c'est la courbe que je vous ai présentée à l'instant, mais cette fois en barre. Vous voyez l'augmentation très nette depuis 2020, avec sur certains axes une fréquentation qui dépasse les 10 000 cyclistes et qui peut dépasser même 25 000 sur les rues de Rivoli certains jours de l'année. Ce plan vélo 2021-2026, il s'inscrit dans la continuité du plan vélo de 2015. Il est financé de manière encore plus importante, puisqu'il fait l'objet de 250 millions d'euros d'investissement. Le premier objectif en termes d'aménagement, c'est de pérenniser les coronapistes, ensuite de rajouter de nouveaux aménagements pour compléter le réseau et, j'allais dire, achever le réseau structurant.
et généraliser les doubles sens cyclables, puisque Paris est passé à 30 l'an dernier. Donc, plus de 90% de la voirie est à 30 km/h, certains grands axes exceptés. Et un autre enjeu vraiment majeur est l'augmentation du stationnement vélo sécurisé, puisqu'en fait, l'augmentation du stationnement sécurisé, donc dans les vélostations, dans les consignes sécurisées, n'a pas suivi l'augmentation de la pratique. Et donc, il y a une forte demande qui s'exprime beaucoup plus qu'avant de stationnement sécurisé, qui est une vieille question dans les gares parisiennes, mais qui se pose de plus en plus à l'intérieur des quartiers, notamment du tissu haussmannien, où il n'y a pas souvent de local vélo, ni d'espace pour stationner son vélo de manière sécurisée. Vous voyez ici la répartition des investissements. Pour arriver à cet objectif, aux objectifs du nouveau plan vélo, des outils, de nouveaux dispositifs et outils sont prévus, sur lesquels je ne m'étendrai pas, je les cite simplement. La zone à trafic limité prévue en 2024, qui est inspirée des zones à trafic limité italiennes. Il y en a 230 en Italie et seulement 2 en France, à Nantes et à Grenoble. Et Paris prévoit d'en mettre une en place dans un grand périmètre, hein, l'arrondissement central, les 4 anciens premiers arrondissements. Et donc, l'objectif est d'interdire le transit motorisé dans cette zone, de manière à assécher en fait ce trafic et redonner de l'espace aux piétons et aux cyclistes et aux différents usages de l'espace public. Un autre projet très structurant est le projet de RERV, c'est-à-dire un réseau cyclable à haut niveau de service, un réseau continu, très confortable, très capacitaire, qui se déploie sur de longs itinéraires et qui vient, si vous voulez, traduire en surface, en cyclabilité, le réseau ferroviaire. Donc c'est pour ça que ce réseau reprend les lettres et les tracés approximatifs du RER. Et ce projet est prévu à horizon 2030. Donc voici à quoi devrait ressembler, pour ce qui est de Paris, de la petite couronne, à quoi devrait ressembler le réseau structurant du cyclable du Grand Paris, en ajoutant, en superposant les projets de la ville de Paris, de la métropole du Grand Paris, qui a aussi l'an dernier voté un premier plan vélo métropolitain, et le projet de RERV, proposé par les associations du collectif Vélo Île-de-France et adopté par la région, financé à hauteur de 300 millions d'euros. Enfin, pour finir, j'en finirai là, se posent plusieurs défis face à cette massification de l'usage du vélo, le problème de la cohabitation entre les usagers, et particulièrement entre les piétons et les cyclistes, mais ça vaut aussi pour, bien sûr, les bus et les véhicules motorisés. Donc, par exemple, il y a un projet de code de la rue qui est censé répondre à cette préoccupation pour prendre en compte notamment une attention aux plus vulnérables, qui sont aujourd'hui très critiques vis-à-vis du développement du vélo et qui se disent plus en insécurité par rapport à avant. Donc, il s'agirait de faire adopter des bonnes pratiques aux cyclistes. Il y a le défi de la démocratisation et de l'inclusion des publics, de ces publics vulnérables, pour les mettre en selle. J'ai pris ici un exemple de photo prise à Grenoble, qui montre dans une ville beaucoup plus cyclable combien la diversité des usagers est plus grande. On retrouve des enfants autonomes à vélo, mais aussi des personnes âgées, des personnes sur des vélos adaptés, des personnes qui font du vélo en groupe. Et c'est des situations qu'on commence à voir apparaître dans Paris. On voit de plus en plus de familles d'enfants à vélo, mais pas avec la même diversité qu'à Strasbourg ou Grenoble. Le défi du stationnement, avec cet objectif de mettre en place des parcs à vélo beaucoup plus de grande capacité finalement, et beaucoup plus accueillants et capacitaires. Alors, Paris a déjà mis en place du stationnement provisoire à l'occasion de la crise sanitaire, lors de la crise sanitaire, hein, pour redonner aussi de l'espace de stationnement au vélo et pour s'adapter à la hausse de la pratique. Le défi de la gouvernance,
parce que vous voyez qu'il y a finalement 3 départements de Petite Couronne, la ville de Paris, 11 établissements publics territoriaux qui se répartissent la Petite Couronne et des 131 communes en couronne dans le Grand Paris, et toutes ces collectivités, plus la région, toutes ces collectivités ont des plans et schémas directeurs vélo, la plupart d'entre elles, ou des projets. Et évidemment, la question de la coordination entre ces politiques, de la cohérence est vraiment un enjeu de taille. Le collectif Vélo Île-de-France, qui est le regroupement d'une quarantaine d'associations, tente de structurer et d'influencer sur cette gouvernance via, par exemple, la participation à des comités de ligne pour le RERV sur le modèle de grands projets de transport en commun en site propre, hein, en termes de méthodologie. Mais évidemment, pour mettre en place un RERV, il faut une coalition de causes entre les associations et des groupes d'intérêt, entre des élus, entre des techniciens et des urbanistes, parties prenantes de ce projet. Il faut un alignement de la considération vis-à-vis du vélo et du potentiel considéré du vélo. Il faut un accord sur les objectifs de départ, et puis ensuite que ces objectifs se traduisent dans un référentiel et dans la gouvernance, dans les investissements, dans même la vision et la doctrine, qui n'est pas l'un des points les moins délicats à traiter. Par exemple, voilà, pour le RERV, cette carte du collectif Vélo Île-de-France montre combien ce projet, qui est pourtant financé et promu par la région, se voit fait face à des difficultés techniques de réattribution de l'espace, de redistribution de l'espace, mais aussi à des blocages d'ordre politique du fait de municipalités encore hostiles au développement du vélo, ou tout du moins hostiles à la baisse à la diminution de l'espace alloué à la voiture. Voilà, j'en finis là. Merci de votre attention. Je laisse la place aux questions. Voilà, merci Sébastien Marek pour cette présentation.